vous aurez tout de suite, nous avons quelques minutes de retard, un panel sur le e-commerce qui va être modéré par M. Amadou Ly, qui est membre du collège de l'ARTP. Ensuite, vous aurez un deuxième panel sur les données à caractère personnel. Et vers 17h30, nous espérons clôturer en tout cas les travaux de ce forum. Donc il y aura une pause café à la fin, parce qu'on va essayer de faire les panels l'un après l'autre pour vous proposer une pause café à la fin. C'est peut-être mal coordonné, mais nous ne pouvons faire que ça pour pouvoir terminer d'ici 17h30, 17h45. Donc je vais sans tarder donner la parole à M. Ly Amadou pour le panel sur le e-commerce. Oui, merci de cette marque de confiance. Comme nous avons convenu tout à l'heure, je vais d'abord vous donner la parole et puis après je vais la reprendre. Ok, parfait. Merci. Très bien, donc merci d'être revenu cet après-midi, continuer cette journée d'échange sur les SVA. Sans plus tarder, pour ce panel, nous allons accueillir les entreprises suivantes que nous demandons de se rapprocher de manière à se plier au même exercice que les entreprises de ce matin sur le thème de l'innovation. On appelle donc Texte Courrier, donc avec Tamsir Traoré, Ferlo, Tidiane Sarr ou son représentant, Cashbox et la société Carmoudi. Nous invitons aussi par la même occasion les opérateurs télécoms. On a vu dans la salle que Tigo était présent. Donc, ouais, si vous êtes déjà là, parfait. Bon, écoute, autant pour moi. Donc, et on se demande si la Poste avait été annoncée. Est-ce qu'ils sont présents au niveau de la salle ou pas? Ils sont là? Ils ne sont pas venus? Ils sont là, d'accord. Si le représentant de la Poste veut bien se manifester, nous l'attendons donc au niveau du présidium, de manière à pouvoir participer à ce panel. Il manque qui? Ferlo, d'accord. La Poste. Ferlo ou la Poste d'accord. Ok, très bien. Oui, ouais, très bien, mais si vous, à moins que vous ayez... C'est parfait, c'est très bien là-bas. Ouais. Ok. Bon, bah écoutez, je pense que le panel peut démarrer. On est là aujourd'hui pour parler des e-commerce. Je vais laisser donc la parole au modérateur pour introduire ce sujet-là, sachant que nous avons vu que sur le marché, c'est un sujet qui passionne, beaucoup de dynamisme actuellement. Pas mal d'activités qui sont en train de se positionner et des leaders qui sont actuellement dans la salle, qui aujourd'hui peuvent nous en parler concrètement au niveau de l'état des lieux au Sénégal. Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que ça nous intéresse beaucoup. Merci. Oui, merci de me redonner la parole. Donc nous avons cet après-midi le plaisir de discuter sur un sujet assez vaste, assez innovant, qui est le e-commerce. Depuis sur toute la chaîne de valeur, de l'infrastructure jusqu'à l'acheminement du paquet, du courrier, du message. Tout ça suppose un certain nombre d'éléments indispensables pour pouvoir de manière efficace rendre ces nouveaux services efficients et les valoriser. Dans ce panel, nous évoquerons les problèmes logistiques, les problèmes liés aux technologies, aux différentes technologies, aux aspects de paiement, de sécurité et de sécurisation des colis et des éléments qui sont l'objet donc du e-commerce. Donc je vous donne la parole. Si vous voulez, on va donc commencer par un des panélistes pour pouvoir très rapidement nous exposer, en tout cas nous présenter les solutions ou en tout cas nous dire l'état des lieux sur où est-ce qu'ils en sont. Donc là, nous donnons la parole à de Carmoudi, Abdoudien. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. Malheureusement, puisque mes collègues n'ont pas osé se jeter à l'eau de suite, je le fais volontiers. Alors, Carmoudi est une structure parente au groupe Tigo. Carmoudi aujourd'hui évolue dans le sourcing. Carmoudi se voit plutôt comme facilitateur, si vous voulez, nous sommes plutôt une plateforme qui facilite aujourd'hui le consommateur à la recherche d'un véhicule. Nous sommes spécialisés
dans la mise en ligne de véhicules. Carmody, aujourd'hui, c'est 6000 véhicules qui sont répertoriés sur un site, carmody.sn. Carmody, aujourd'hui, c'est 17 employés. Et c'est une structure qui s'étend de Dakar, qui s'étend dans tout le Sénégal. Je vais mettre tout ça sur le compte du stress, excusez-moi encore une fois. Notre force aujourd'hui réside dans le fait que nous sommes un peu présents dans tout le monde entier. Nous occupons déjà 16 pays à travers tout le monde, dont 6 pays aujourd'hui en Afrique. Et nous nous voyons comme une force supplémentaire, comme un apport pour le consommateur qui a besoin, qui est à la recherche d'un produit fini, d'un produit comme on appelle chez nous plug and drive, hein, sans pour autant passer par un prestataire, un mécanicien. Hein, sachant que nous avons cette valeur ajoutée aujourd'hui que l'on présente, à savoir des véhicules qui sont vérifiés par nos commerciaux, puisque malheureusement nous ne favorisons pas encore l'autochargement. Il me tient quand même de préciser une chose, c'est que tous les véhicules qui sont aujourd'hui en ligne sur notre plateforme ont tous été vérifiés par des commerciaux sur le terrain, que ce soit à Dakar, que ce soit des véhicules qui sont de Touba, de Ziguinchor, de Thiès ou de Saly. Tous ces véhicules-là ont été répertoriés et validés en amont par nos commerciaux, par une équipe terrain, évidemment. Le seul souci aujourd'hui auquel on est confronté, évidemment, ce serait par rapport à la collecte de fonds, parce que vous imaginez quand même que je ne peux pas me permettre de demander aux consommateurs de payer un véhicule via un e-wallet. Malheureusement, c'est quand même un investissement. Ce que l'on fait, c'est que nous demandons alors à tous ces annonceurs de payer un espace. Je rebondis encore une fois, je suis encore à Thiès, je suis à Ziguinchor. Je ne peux pas me permettre d'envoyer tous les 100 jours un commercial pour une collecte. Le problème auquel on est confronté, nous, à notre niveau, c'est que nous sommes toujours dans un process d'éducation et perpétuel par rapport à cette fameuse collecte. Quand on demande à un propriétaire de véhicule, un propriétaire d'un parking de payer justement la redevance qu'il doit à Carmody, qui est à fréquence trimestrielle, on nous demande à chaque fois de venir récupérer cet argent-là. Nous proposons des solutions. Malheureusement, c'est toujours ce même problème qui revient à chaque fois. Soit le réseau fait défaut, ou malheureusement, il y a toujours un manque de temps. Alors qu'il est inconcevable pour moi, on ne parle pas de temps avec quelque chose qui est instantané. Par rapport au e-wallet, malheureusement, ce n'est pas possible. Je pense avoir fait le tour aujourd'hui, à l'instant même, par rapport à Carmody. Si jamais vous avez des questions, je suis tout à fait disposé à y répondre. Merci, Monsieur Dieng, pour cette présentation de vos activités et de votre implantation géographique. Nous allons donc donner la parole à Cashbox. Oui, bonjour. Donc Claude Bernardini de Ultima Technologies Cashbox. Donc nous avons développé depuis 2011 déjà avec Ferlo une solution de paiement par Internet, donc qui permet d'offrir aux sites web commerçants une solution de paiement adaptée au Sénégal ou potentiellement à la sous-région. Donc on a été pionnier sur ce marché-là. Donc on est là depuis 2011 et petit à petit on commence à avoir de plus en plus de sites internet intéressés sur cette solution et de plus en plus de transactions qui nous arrivent. Et donc le secteur, je pense, sera très développé, va vraiment beaucoup se développer courant 2015, où là vraiment on sent de grosses potentialités, de nouvelles applications, de nouveaux sites internet sur de différents domaines, que ce soit la vente de matériel informatique, de vente d'alimentation, habillement, crédit téléphonique, jeux en ligne. Donc on est en train de couvrir un éventail de commerçants sur Internet qui utilisent notre solution, qui commence à être assez vaste. Et donc on est en train de pousser cette solution. Merci, M. Bernardi. À présent, nous pouvons donner la parole à Ferlo.
la poste plutôt, ouais. Ok. Alors, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. C'est un honneur d'être là pour présenter un peu ce qu'on a préparé à l'improviste. Parce que on n'avait pas informé que nous allions donc faire une petite communication par rapport à nos services ou bien par rapport aux services que nous proposons à la population. C'est vrai que dans le cadre du e-commerce, la Poste est là en tant qu'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. Et dans ce sens, je peux vous dire que nous avons, nous, à la Poste, nous avons un réseau dense de points d'accès et un peu disséminé, qui est disséminé à travers donc, tout le territoire national. Et pour joindre ces points d'accès aussi, nous avons un plan national d'acheminement, c'est-à-dire qu'en J plus N, on peut atteindre n'importe quelle zone du territoire national. Et en troisième lieu aussi, nous avons un ensemble de distributeurs qui sillonnent. Si on prend par exemple le cas de Dakar, nous avons un centre autonome de distribution qui compte une centaine de distributeurs, donc qui sillonnent tous les jours toutes les ruelles de Dakar pour livrer les envois. Et par rapport au thème bien dit, bien déterminé, donc le e-commerce, on a eu à faire une petite expérience dans ce domaine. Et ça concerne les colis conteneurisés. On a eu à nouer un partenariat avec un opérateur et il nous est arrivé de livrer des colis conteneurisés jusqu'à disons à Ziguinchor ou bien à Kolda, ainsi de suite. C'est vous dire que la Poste a les moyens nécessaires, a les ressources humaines et les moyens logistiques pour donc jouer l'intermédiaire entre le vendeur et l'acheteur. L'autre aspect aussi, c'est par rapport au paiement. Nous avons un réseau très dense. Donc, à partir de là, on peut proposer à certains opérateurs donc, le paiement de leurs transactions directement au niveau de nos guichets. Voilà, c'est juste ce que j'avais préparé parce qu'on nous a pris un peu à l'improviste. Je vous remercie. Merci pour cette brève et intéressante. Voilà, vous m'excuserez là, je ne me suis pas présenté du tout. Je me nomme Momodou Ba. Je suis le chef du centre autonome de distribution de Dakar. Merci. Merci Monsieur Ba pour cette intéressante brève communication qui présente la Poste et ses activités ainsi que son maillage national. Nous donnons la parole maintenant à Tex Courrier pour qu'ils puissent également nous présenter leur activité. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, c'est Tamsir Ousmane Traoré, directeur général de Tex Courrier. Alors, effectivement, nous sommes dans le même secteur d'activité que nos aînés de la Poste, mais en termes de positionnement, nous ne pouvions pas faire aujourd'hui la même activité. C'est-à-dire que quand on arrive dans un secteur et que le secteur en lui-même n'est pas dans un mouvement d'évolution, si on se met à faire la même chose que ceux qu'on a trouvés ici, c'est voué à l'échec. Donc on a été très tôt poussé à cette innovation, à ramener quelque chose de différent, de carrément différent de ce qui se faisait. Et ça, on est passé sur deux plans. C'est-à-dire avec le B2B, c'est ce qui nous ramène ici aujourd'hui à parler de e-commerce. Juste déjà pour cadrer la chose, nous sommes aussi sous l'autorité de l'ARTP parce que nous sommes détentrices d'une licence qui nous permet d'opérer dans le secteur de la distribution de courrier et de colis. Alors, le e-commerce, nous y sommes allés parce que nous avons compris que tout ce qui était high-tech, la technologie de manière générale, commençait à se développer en Afrique. Donc, les gens ont beaucoup... Quand les choses vont vite, les gens commencent à changer leur habitude. Les gens commencent à vouloir avoir rapidement ce qu'ils veulent. Dans le e-commerce au Sénégal, quand on dit Sénégal, ça ne s'arrête pas forcément à Dakar. La vraie problématique pour tous ceux qui font du e-commerce, c'est comment permettre au client qui est devant sa machine, avec son portable ou avec tout type de support, peut faire une commande. Comment payer cette commande? Donc je crois que c'est l'un des éléments dont monsieur a parlé tout à l'heure. Comment payer cette commande et faire de telle sorte à ce que le commerçant qui est derrière recouvre cet argent. Et la troisième, c'est comment faire à ce que cette commande
soit livré en temps et en heure au niveau du client. Alors nous, au niveau de Texte Courrier, nous avons préparé 2 slides juste pour pouvoir expliquer de manière pratique comment nous, on évoluait avec les sites de e-commerce, parce que tout part voilà. Donc tout part de la réception de l'engagement. La réception de l'engagement, c'est quand le client clique, c'est quand le client valide un achat. Quand il valide cet achat, nous avons un feedback de cet achat, soit par email, soit par téléphone, selon la taille du commerçant, soit par email, soit par téléphone, ou carrément par échange de données informatisées. C'est-à-dire qu'au moment où le client clique et que le commerçant reçoit la note de détail avec tel achat livré à telle adresse, nous recevons cette même préalerte qui nous dit nous devons préparer telle expédition. Alors, à ce niveau-là, après, nous avons la confirmation de l'achat. Il s'agit de rentrer en contact avec le fournisseur pour vérifier si la commande est bien réelle et de vérifier avec le client final si l'adresse de livraison est bien celle qu'elle a stipulée. Et s'il y a des explications et des précisions à faire, qu'on ait tous ces éléments-là qui nous permettent de livrer. Parce que dans notre métier, on ne peut pas faire le même chemin 2 fois. Donc, il est important d'avoir toutes ces informations-là. Nous l'appelons l'étape confirmation. Ensuite, nous avons ce qui est appelé la livraison. Alors, sur ce domaine, justement, en parlant des problèmes qu'il y a dans le e-commerce, c'est juste un point où, justement, des efforts sont à faire parce que, monsieur l'a dit tout à l'heure, la Poste a le réseau le plus vaste au Sénégal. C'est-à-dire, aujourd'hui, c'est vraiment prétentieux de dire nous sommes les concurrents. Nous ne sommes pas les concurrents de la Poste. La Poste a un réseau de distribution que nous voudrions justement qu'il mette à disposition de tous les autres acteurs. Parce qu'aujourd'hui, on nous posait la question, finalement, est-ce que vous avez un service à valeur ajoutée? Je fais oui, parce que nous permettons aux clients d'avoir confiance. Parce qu'il sait que s'il passe commande, il le recevra en temps et en heure. Alors, on prenait l'exemple tout à l'heure des opérateurs téléphoniques avec les différents fournisseurs. Je crois qu'on devrait beaucoup plus aller sur ce schéma-là. C'est-à-dire utiliser la Poste comme un opérateur et générer tout ce flux au niveau de cet opérateur. Après, chaque société avec sa spécificité, chaque société avec comment il gère sa clientèle. Et ça, c'est l'aspect de différenciation qu'il y aura pour chaque type de société qui exerce dans ce métier. Mais le plus important, c'est déjà d'ores et déjà de savoir que pour pouvoir en tout cas relever les défis de ce e-commerce-là, il nous faudra nécessairement travailler avec les acteurs qui sont ancrés, c'est-à-dire les investissements sont énormes. Le maillage permet aujourd'hui de faire ce qu'ils font et beaucoup plus. Parce que c'est le paradoxe qu'on a aujourd'hui. Pourquoi s'entêter à faire double dépense? Pourquoi s'entêter à prendre une voiture, à croiser mon camarade de la Poste, alors qu'on aurait pu simplement mutualiser et ne pas raisonner en termes de c'est un client, de raisonner en termes de partenariat pour pouvoir ramasser tout ce flux-là. En ramassant tout ce flux, on ramasse ça et tout ce qui va vers l'informel. Parce qu'aujourd'hui, les sociétés de e-commerce qui n'ont pas de solution, ils vont vers l'informel. Et là, c'est le danger justement qu'il y a par rapport au client final. Donc, juste pour revenir à l'aspect livraison, où nous avons cette étape de livraison et surtout de retour des preuves de livraison. Parce que les preuves de livraison, c'est la garantie du commerçant. Et ce qui garantit au commerçant que le client a été livré en bon état et en temps et en heure. C'est ce qui permet de ne pas avoir de litige. Parce que le commerçant en ligne, c'est un commerçant. C'est juste la plateforme qui a changé. Aujourd'hui, si la RTP s'intéresse à ça, ce n'est pas à cause de l'activité de commerce, mais c'est parce que les plateformes qui sont utilisées justement aujourd'hui pour faire ces types d'activités sont du ressort de la RTP. Alors, sachant tout cela, nous essayons du mieux qu'on peut d'amener cette dématérialisation au niveau des preuves de livraison, mais aussi au niveau de la remontée d'informations. Aujourd'hui, c'est les deux aspects qui vont à la fin,
c'est-à-dire la traçabilité du colis, permettre au client qui a passé une commande de pouvoir rapidement voir si ce colis a été, à quelle étape on y est. Est-ce que le colis a été collecté? Est-ce que le colis est dans le circuit de distribution? Est-ce que le colis a été livré? Mais c'est important aussi, de l'autre côté, de mesurer, nous, ce qu'on appelle la clôture du dossier et satisfaction du client, c'est de voir si l'opération s'est bien passée. De ramener ce customer service vraiment au client qui se sent à l'aise. Parce que quand on va dans un changement de mentalité, il en va sans dire qu'il faut de l'assistance. Il faut qu'il y ait ce customer service à l'oreille du client pour le mettre en confiance, pour lui dire c'est vraiment une solution qui te facilite la vie. Parce que s'il fait un achat et qu'il est tous les 2 secondes au téléphone à essayer de voir où est son colis, il ne se facilite pas la vie. Donc c'est vraiment d'aller vers ce sens-là. Et nous, en tout cas, à notre niveau, c'est ce que nous avons fait. Et en deuxième partie, juste voir au niveau d'une étude qui avait été faite au niveau des commerçants et des acheteurs pour voir quels étaient vraiment leurs freins par rapport à l'utilisation des plateformes de e-commerce. C'est le deuxième slide. Il n'est pas là. Voilà. Alors, les attentes par rapport aux cyberacheteurs, c'était principalement la praticité des modes de livraison. C'est typiquement ce dont on parlait aujourd'hui. À dire que le client veut aujourd'hui quand même s'il fait un achat, avoir la possibilité de dire, écoute, j'ai les moyens, je peux me faire livrer en express. J'ai de quoi payer l'express. Mais sinon, de dire, j'ai une solution outre qui me permet de recevoir le même colis en 48 heures. Ou d'avoir un autre transit time qui, dans certains pays, est gratuit. Par exemple, si on va en Europe, des délais de livraison de 4 à 5 jours, c'est gratuit. Parce que les coûts sont justement tellement faibles que l'acheteur s'engage à les prendre à son compte. Donc, ensuite, nous avons la transparence, ce dont on parlait tout à l'heure, suivi de commande. Le fait que le client qui ait fait sa commande puisse clairement, et en utilisant un système donné, suivre sa commande et savoir concrètement où elle en est. Parce que la commande, il y a 2 transit time, c'est-à-dire vous avez le temps entre quand vous faites la commande, quand le fournisseur prépare la commande, ça a un temps. Dans certains produits, on est obligé d'attendre que le fournisseur prépare la commande, finisse, puis appelle le livreur qui, lui, fait l'activité de livraison. Donc, c'est important que le client, en tout cas, puisse savoir où il en est. Ensuite, nous avons la personnalisation. Ça, c'est tout ce qui est ce qu'on est en train de voir. Beaucoup de sites de e-commerce ont leur propre emballage. Et quel que soit le type de produit, mettent leur emballage pour mettre en valeur leur site. Alors ça, c'est important parce que ça permet quand même aux clients d'avoir cette confiance et de relever un peu l'image de marque du site. Mais aussi, on a essayé de voir au niveau de l'autre côté, quels étaient les problèmes qu'ont rencontrés ces commerçants. Alors, c'est la gestion des délais. Aujourd'hui, quand un client veut acheter un produit rapidement, il faut que tu sois très réactif. Il faut que tu puisses rapidement ramener le produit. Et quand on est sur des échelles beaucoup plus importantes, pouvoir avoir les produits et puis les distribuer rapidement. L'anticipation des fortes variations. Quand on dit commerçant, quasiment la totalité des commerçants n'ont pas ce qu'on appelle des tableaux de bord de vente. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas te dire ce produit-là à telle période de l'année, voilà le chiffre, le volume qu'on fait. Et ça, c'est ce qui permet de prédire le volume de livraison qui va être fait. Alors, si nous, de notre côté, on arrive à avoir ce tableau de bord et qu'on le met à contribution au client, ça lui permet déjà, lui, de savoir, en termes de vente, voilà combien je vends et où je vends à telle période de l'année. Voilà, donc on l'a dit, permettre la traçabilité, la livraison du dernier kilomètre. Alors, la livraison du dernier kilomètre, c'est typiquement ceux qui passent par l'informel. Aujourd'hui, tu peux avoir un colis que tu dois livrer à Ziguinchor ou à Kaolack. Tu vas à la gare routière, ok, ton colis partira. Mais qui se chargera de récupérer ce colis et de le livrer jusqu'au client final? Alors,
ce dernier kilomètre, justement, est quelque chose d'important et quelque chose dont, justement, on pourrait beaucoup travailler avec nos confrères de la Poste. Et la gestion des retours. Il se peut qu'un produit soit envoyé, détérioré ou ne soit pas de bon usage. Alors, si aujourd'hui, le commerçant ne prend pas ça en compte, il va être obligé de payer doublement pour récupérer un produit qu'il ne vendra finalement pas. Donc, ça fait une double perte. Donc, c'est tous ces éléments aujourd'hui qu'on a pris en compte et on a essayé de rapporter une solution par rapport à ça en créant justement ce produit qui s'appelle Indilma et qui aujourd'hui distribue des CD de musique un peu partout au Sénégal. Alors, quand on dit CD de musique, imaginez un CD qui est dérisoirement un prix de 2 000 à 5 000 francs. Si on permet à un artiste de le distribuer partout au Sénégal, en appelant simplement sur un serveur ou en le commandant sur Internet, imaginez ce que ça peut faire en termes de chiffres. Et les chiffres sont déjà là. Beaucoup d'artistes ont maintenant la possibilité de vraiment vendre à Ziguinchor, Tamba, Saint-Louis, et voilà. Et nous, finalement, c'était le but. Donc, voilà un peu en gros, nous, la conception qu'on a eue du e-commerce, les constats qu'on y a fait et les solutions qu'on a essayé d'apporter. Merci beaucoup. Merci, monsieur le directeur général de Tex Courrier. Je pense qu'avec votre présentation, vous mettez vraiment en phase et vous mettez vraiment la main sur ce qu'on appelle aujourd'hui le e-commerce. En fait, toute la chaîne de valeur. Et dans ce panel, nous avons donc la chance d'avoir les différents pans de cette chaîne de valeur, puisque nous avons l'opérateur majeur du pays qui assure un maillage conséquent, un maillage du territoire en termes de connectivité, si on parle de la Poste. Et donc, cet opérateur se veut garant, en tout cas, de son réseau, se met comme intermédiaire pour les autres opérateurs qui travaillent dans le e-commerce. Nous avons Carmoudi qui nous a parlé aussi de son expérience, son expertise pour tout ce qui est transport routier avec un parc de plus de 6 000 véhicules. Et donc, parmi ces éléments qui ont été évoqués, globalement, il y a un problème de mentalité, d'évolution des mentalités, de la promptitude et de la réactivité, du pragmatisme des gens quant à l'assurance donc des paiements. Ça a été évoqué par Karoudi. Cashbox nous a parlé de son expérience comme précurseur, en tout cas un des précurseurs de tout ce qui est vente en ligne et du paiement en ligne, et avec son développement de beaucoup de sites internet, ce développement qui va en croissant surtout en 2015. Donc globalement, quand on regarde les éléments qui ont été évoqués par les uns et les autres, aussi bien Karoudi, Cashbox, Tex Courrier, la Poste elle-même, on voit qu'aujourd'hui c'est un secteur qui va crescendo, qui est tout à fait porteur, mais qui demande des gages de responsabilité, des garanties, beaucoup de garanties quant à la sécurisation de tout le parcours. On a vu quand même illustrer très clairement l'acquisition, la chaîne d'acquisition, la chaîne d'achat d'un objet, peu importe l'objet, depuis le clic qui valide l'achat jusqu'au clic qui acquitte, en tout cas jusqu'au suivi donc de cette chaîne d'acquisition, en passant par la confirmation, la vérification, l'authentification de la personne qui donc émet l'achat, et la connexion avec le commerçant qui lui de toute façon reste commerçant, puisqu'il doit donc utiliser aussi bien la chaîne d'acquisition que le transporteur. La vérification, la livraison, qui est aussi problématique quant au dernier segment. C'est pour dire que quand on regarde l'environnement global des postes au Sénégal, on sait qu'on a à peu près 13 opérateurs aujourd'hui détenteurs de licence. Donc je parle sous le compteur donc de la RTP, mais je sais qu'il y a 13 opérateurs qui sont aujourd'hui détenteurs de licence à des différents niveaux. La Poste est un opérateur global qui est en capacité de pouvoir acheminer de bout en bout. Donc ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est qu'il faudrait que chacun vienne trouver ce qui l'intéresse dans le marché et qu'il n'y ait pas doublon. Quand on est dans un pays avec des raretés de ressources, il est intéressant que des pactes puissent être noués pour pouvoir donc interagir entre les uns et les autres pour acheminer le colis de bout en bout.
Donc je pense que c'est ce que vous avez évoqué en parlant de mutualisation, de convergence et surtout de complémentarité entre les uns et les autres. Donc sans pour autant vouloir trop garder la parole, je pense que nous pouvons donner la parole également aux opérateurs qui sont autour de la table pour qu'ils puissent nous apporter aussi leur expertise, leur savoir-faire ou en tout cas leurs remarques avant d'ouvrir donc le débat sur ces aspects donc du e-commerce. Je donne la parole à Thigo. Merci. Bien, merci beaucoup. Alors, je m'appelle Monsieur Mounianou Serge, je suis Product Manager pour Tigo Cash. Donc, premièrement, je remercie les intervenants pour leurs brillantes interventions sur l'e-commerce. Je vais commencer par vous présenter un peu ce qu'est l'offre Tigo Cash aujourd'hui et quelle est notre ambition. Tigo Cash a lancé au mois d'avril de cette année 2014 et Tigo Cash c'est aujourd'hui une offre combinée de transfert d'argent au guichet et de porte-monnaie électronique. Alors le transfert d'argent au guichet, c'est le transfert classique où un client n'a pas du tout besoin d'être abonné Tigo. Il se présente simplement auprès de n'importe quel agent Tigo Cash sur le terrain équipé de sa pièce d'identité et de l'argent qu'il veut envoyer. Et sur cette base, il peut envoyer de l'argent. Sur la base également de la pièce d'identité, il peut recevoir de l'argent. Donc ça, c'est le premier aspect qui est le transfert d'argent au guichet. Cependant, Tigo Cash, c'est également donc une offre de porte-monnaie électronique et c'est là où nous rejoignons donc nos partenaires de l'e-commerce. Le porte-monnaie électronique aujourd'hui de Tigo Cash offre la possibilité naturellement de faire des dépôts, des retraits, de faire du transfert d'argent au guichet et de l'achat de crédit. C'est une offre de base que nous avons mise sur le marché car aujourd'hui, notre ambition a été de mettre un maximum de moyens pour les abonnés pour utiliser le cash, pour utiliser la monnaie électronique au lieu du cash pour faire certaines opérations. Aujourd'hui, c'est le transfert. Aujourd'hui, c'est l'achat de crédit. Demain, c'est les achats en ligne. C'est les paiements marchands. Aujourd'hui, Tigo Cash, ce que nous avons fait, nous avons innové en multipliant les moyens pour les abonnés pour convertir leur cash en monnaie électronique, de façon à ce que le porte-monnaie électronique entre de plus en plus dans les mœurs et dans les usages des utilisateurs. L'utilisateur, l'abonné, il peut aller tout simplement au niveau d'un point de vente pour faire un dépôt sur son porte-monnaie électronique. L'utilisateur peut également, lorsqu'il reçoit un code de transfert, aujourd'hui avec Tigo Cash, il peut utiliser ce code de transfert pour retirer son argent directement dans son porte-monnaie. Donc cela, typiquement, c'est une solution qui résout le problème parfois de liquidité que nous avons au niveau des points de vente. Je me présente au niveau du point de vente, j'ai reçu un code de transfert de 100 000 francs, mais il se trouve que l'agent a 50 000 francs sur lui. Alors, il peut me proposer d'avoir un porte-monnaie Tigo Cash et je peux récupérer les 50 000 francs qu'il a sur mon... je peux récupérer 50 000 francs en cash et du moment qu'il a de la monnaie électronique également, je peux récupérer le reste des 50 000 francs sur mon wallet. Donc, ça permet de résoudre ce problème de liquidité qui existe aujourd'hui au Sénégal. Le troisième moyen que nous avons permis aux utilisateurs d'utiliser, c'est Tigomatic. Nous avons lancé Tigomatic le 9 octobre 2014. Tigomatic est un guichet automatique de services mobiles et financiers. Aujourd'hui, au niveau du Tigomatic, vous pouvez récupérer votre puce qui a été perdue. Aujourd'hui, au niveau du Tigomatic, vous pouvez acheter du crédit. Vous n'avez pas besoin de chercher des freelancers, les agents au bord de la route. Vous pouvez acheter du crédit directement sur le Tigomatic. Et également, vous pouvez charger votre compte. Vous pouvez faire des dépôts et des retraits sur votre porte-monnaie électronique. Donc, toutes ces méthodes contribuent à ce que les usagers, les clients aient une facilité d'usage de la monnaie électronique que nous offrons sur notre wallet. Donc, par rapport à nos partenaires de l'e-commerce, comment est-ce que nous nous positionnons? Nous nous positionnons naturellement comme moyen de paiement. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas l'offre de paiement via Tigo Cash, n'est pas encore sur le marché, mais elle est en préparation. Et typiquement, avec nos partenaires, ce que nous pouvons faire, c'est être le moyen de paiement autant pour leurs utilisateurs finaux
ou bien même être un moyen de collecte auprès des agents de distribution de nos partenaires. Supposez que nous avons des partenaires qui ont parfois des réseaux eux-mêmes de distribution et qui ont besoin de dématérialiser la monnaie électronique de leurs revendeurs. Donc aujourd'hui, nous pouvons nous positionner dans ces deux aspects-là, de ces deux côtés-là, pour nos partenaires. Je vous remercie. Merci pour cette présentation qui éclaire davantage sur les solutions proposées par Tigo à travers Tigo Cash. Nous allons donc donner la parole à notre opérateur qui est Orange Business. Orange. Merci. Oui, voilà, bonjour. Donc je suis, excusez-moi, Charlotte Cissé, donc je suis responsable de la conformité au niveau de Orange Money. Donc Orange Money, c'est l'offre de paiement mobile du groupe Orange au Sénégal. Donc l'offre est lancée en 2010, hein, mais avec une offre de base qui permet de faire du transfert domestique, du transfert international, du paiement de facturier. Donc on a eu à connecter tous les grands facturiers du Sénégal pour permettre à nos clients de faire du paiement à distance. Et c'est seulement en novembre 2013 que nous avons lancé en fait le paiement de biens et services au niveau des stations Total d'abord, au niveau de grandes surfaces comme Casino, et donc dans le secteur pétrolier, on lancera un deuxième pétrolier avant la fin de l'année. Alors, aujourd'hui, nous venons quand même apporter notre pierre à la grosse problématique du recouvrement dans le e-commerce. Hein. Vous avez dû voir qu'on a lancé avec Cdiscount Sénégal en octobre dernier une offre de paiement mobile. Alors, comment ça se passe? Donc, c'est un paiement à temps réel qui débite le wallet de Orange Money du client. Donc, le client sollicite un code sur son compte Orange Money. Avec ce code, il peut faire un paiement sur le site du partenaire en ligne. Alors, dès qu'il saisit ce code, il y a un dialogue entre le compte Orange Money et donc le partenaire pour pouvoir débiter le compte wallet du client. Et vous imaginez qu'après, il y a un processus de dématérialisation de reversement au partenaire, donc qui se fait au niveau du compte bancaire du partenaire. Donc ces API, ils sont déjà en place, donc ils seront mis à votre disposition à partir du premier trimestre 2014. Déjà, nous avons reçu beaucoup de demandes et je pense que très bientôt, on pourra donc contribuer, accompagner l'État à cette politique de vulgarisation et de sécurisation des moyens de paiement et surtout offrir des services innovants à forte inclusion financière. Voilà, je vous remercie. Merci Madame Cissé pour cette succincte et intéressante donc présentation sur les solutions d'Orange, surtout Orange Money. Je pense que ça vient renforcer un peu, en tout cas compléter ce qui est proposé par l'autre opérateur Tigo Cash. Ce qu'on constate, c'est que c'est des services qui ont quand même beaucoup de succès, hein, même si les gens quand même hésitent un peu quant à l'aspect sécurité, l'aspect sécurisation, et donc ces éléments-là, je pense que viendront avec le temps, avec aussi la consolidation au niveau de la communication, hein, pour expliquer que ces solutions sont fiables, sont accessibles, et puis permettre des gains de temps assez importants. Je pense que ayant fait le tour un peu de ce que les fournisseurs aujourd'hui peuvent apporter en termes d'e-commerce, il y a un élément qui a été évoqué tout à l'heure par Tex Courrier, hein, c'est surtout les problématiques qui ont été évoquées quant à la gestion des délais, quant à l'articulation entre les différentes connexions et des différents pans qui interviennent donc dans l'acheminement donc de ces objets, le suivi, la traçabilité. En tout cas, ce sont les problématiques qui ont été évoquées. Je pense qu'à présent, ayant donc fait le tour sur ce qui est le e-commerce,
Je pense qu'on peut ouvrir un certain nombre de questions, puisque le but c'est d'échanger avec tout le monde pour voir quel retour nous pouvons avoir, qu'est-ce que nous pouvons tirer de manière positive de cette table ronde pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir interconnecter et échanger entre les différents acteurs, pour pouvoir créer des partenariats gagnant-gagnant entre les uns et les autres, puisque aujourd'hui, on n'a pas suffisamment d'opérateurs qui aient toute la puissance technique, financière pour pouvoir acheminer, en tout cas, jouer le rôle de e-commerce de bout en bout. Donc, c'est le lieu de pouvoir échanger pour voir quels sont les éléments qui peuvent contribuer à donc mener à bien ces différents chantiers. Donc, j'ouvre donc une liste de questions, à moins que M. Dial ait quelque chose à dire par rapport à ce niveau-là, mais vous pouvez donc naturellement apporter vos contributions ou poser des questions aux différents panélistes et aux opérateurs qui sont présents. Donc la parole est à vous. Moi, je voudrais juste faire une contribution, mais en prélude à cette contribution, je voudrais en tout cas conforter ou fortifier l'appel qui a été fait par Texte Courrier, notamment le partenariat, parce que dans le commerce électronique aujourd'hui, aucun acteur ne peut fonctionner en autarcie. Donc, il faut obligatoirement des partenariats, et je pense que monsieur le modérateur a bien voulu restructurer cet appel, et je pense que c'est le plus important dans le commerce électronique. Maintenant, mon intervention tourne autour de deux items. Le premier concerne les aspects juridiques du commerce électronique, et l'autre va concerner fondamentalement les aspects postaux du commerce électronique. Et à ce niveau, il convient de noter, en ce qui concerne les aspects juridiques, que effectivement le Sénégal, depuis 2008, a prévu dans ses textes le commerce électronique, notamment la loi sur les transactions électroniques. Mais cette loi, effectivement, cerne l'aspect transaction électronique, mais n'est pas allé jusqu'au bout de la logique. Et je pense que la CEDEAO aussi a pris un acte additionnel, mais qui a presque repris le texte sénégalais concernant les transactions électroniques. Je m'explique à ce niveau, c'est-à-dire que le commerce électronique comporte 3 maillons. Le premier maillon, c'est la commande électronique. Et là, effectivement, les textes ont statué sur cette commande électronique et ont prévu tout le processus, notamment, comment il s'appelle, l'authentification de la commande. Le second maillon, c'est le maillon paiement, parce que dès que la commande est passée, il faut payer. Mais c'est là où il n'y a pas, les textes aussi ne sont pas allés jusqu'au bout de la logique, parce que ça interpelle un autre secteur, notamment le secteur financier. Voilà. Et là, je pense qu'il y a une absence notoire de textes. Et surtout, la tendance mondiale aujourd'hui, si on prend comment il s'appelle, les objectifs du millénaire pour le développement, c'est de s'inscrire dans un cadre d'inclusion financière. Et je pense que c'est là où les fournisseurs de services à valeur ajoutée ont des solutions à apporter, mais qui sont à la bourse, en tout cas, du citoyen, parce que devant s'inscrire dans une sorte de service universel des services financiers. Voilà. Dans le jargon, maintenant, on l'appelle inclusion financière. Là, je pense qu'il y a des insuffisances par rapport à ça. Et l'autre aspect, bon, même s'il y a une multitude de textes qui pourraient inspirer ou compléter ces textes, parce qu'il y a un texte extrêmement important qui émane de la Commission des Nations Unies sur le droit commercial international, qui est extrêmement important, qui pourrait peut-être inspirer la pratique du commerce électronique. Le troisième volet du commerce électronique, c'est l'aspect distribution, parce que, bon, même si la commande est passée électroniquement, le paiement fait électroniquement, mais la livraison, souvent, elle est physique, je pense. Voilà. Et là, ça interpelle, fondamentalement, ça me permet de marquer la transition pour l'autre contribution. Ça interpelle fondamentalement les services postaux. Voilà, les services postaux, parce que M. Traoré a parlé des délais de livraison. Le commerce électronique ne peut pas prospérer s'il n'y a pas une livraison efficace. Voilà, c'est pourquoi moi je le définirais comme le commerce électronique comme un moyen qui permet de rapprocher un producteur et comment il s'appelle,
quelqu'un qui commande, un consommateur. Client, un consommateur, merci. Donc qui permet de rapprocher un producteur, un consommateur, mais via un distributeur fort. Voilà. Et à ce niveau aussi, ce qu'on occulte, c'est qu'au niveau international, il y a des textes qui sont prévus, mais c'est fondamentalement des textes de l'Union postale universelle. Voilà. Si on prend la convention de l'Union postale universelle, voilà, elle prévoit les relations entre États en ce qui concerne l'échange de marchandises. Et d'ailleurs, même il y a un acte uniforme de l'OHADA sur le transport de marchandises dans l'espace OHADA qu'il faut intégrer. Mais ce texte-là n'intègre pas dans son champ d'application les échanges qui concernent les conventions postales. Et le texte même de... Bon, je m'excuse de monopoliser la parole, mais je voulais vraiment y aller. Le texte sur l'Union postale universelle, notamment la convention, est allé jusqu'à prévoir même le cachet postal électronique de certification. Donc c'est un texte international, mais qui n'est pas intégré souvent dans notre culture du commerce électronique. Et des items aussi sont développés au niveau international, tels que l'adressage. Le directeur général de l'ARTP ce matin en a fait état, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aussi réussir le commerce électronique, garantir des délais de livraison si on n'a pas un système d'adressage qui permet de distribuer les envois à temps. Pour résumer, moi je dirais que, pour revenir par rapport à l'appel qui a été fait, c'est le commerce électronique aujourd'hui ne peut pas se développer si on ne développe pas un système de partenariat entre toutes les parties prenantes. Voilà, merci beaucoup. Merci M. Gaï de cette très intéressante intervention. C'est une contribution en même temps et j'interpelle la RTP qui est en fait l'organe de régulation qui est au centre et au cœur de tout, qui est au début et à la fin de tout. Aujourd'hui, ce que je remarque, c'est qu'en fait, on ne peut pas ne pas penser que le commerce électronique va nous absorber, qu'on le veuille ou pas. Soit il nous absorbe par nous-mêmes qui sont ici sur place, on démarrera, mais les gros vont venir, ils vont essayer de nous absorber. Sinon, on va quand même être amené à ça. C'est la modernité qui le veut, on est dans l'économie du numérique, on est dans l'économie du tactile, tout est rapide. Ce que je remarque aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'agence de régulation qui est en fait la RTP est interpellée doublement parce qu'on voit aussi aujourd'hui des opérateurs qui sont censés faire du télécom ou bien tous aujourd'hui font du métier qui se glisse un peu vers la finance, vers la banque, tout en... C'est de bonne guerre, hein, vers la banque et en même temps aussi bouffer un tout petit peu les petites niches qui restent pour les petits prestataires que sont ces opérateurs de services à valeur ajoutée. Donc en fait, il y a quand même une adresse qui vous est lancée, la RTP, que ce soit qu'on redéfinisse quand même un peu le secteur de cette nouvelle économie numérique qui, à mon avis, a besoin d'être revisité par des textes, revisité par une nouvelle vision pour qu'on n'en arrive pas à avoir deux grands monopoles qui aujourd'hui seront là ou trois grands monopoles qui sont peut-être des gros opérateurs qui vont là, qui sont en train de faire un maillage et que derrière, tuer une activité ou bien d'autres secteurs qui n'ont rien à voir avec, en fait, qui peuvent en fait développer d'autres types d'économie. Voilà, globalement c'est ça. Je ne jette pas la pierre du côté des opérateurs parce que vous êtes aussi des partenaires et que quand vous voyez aussi que votre marge est en train de mourir au niveau de la voix ou bien au niveau des data, c'est normal que vous réfléchissiez sur d'autres façons de gagner de l'argent, mais aussi il y a quand même un organe de régulation qui est là, qui normalement doit jouer son rôle pleinement, anticiper, faire des études et c'est à mesure de ne pas tout simplement replanifier à nouveau, qu'on met tout à terre pour rediscuter de nouvelles branches parce que comment vous avez présenté, que ce soit le wallet de Tigo ou bien que ce soit Orange Money, il y a un glissement qui est en train de venir et que ce glissement-là, bon, peut-être que c'est dommage que nos acteurs du secteur bancaire ne sont pas présents. Et je trouve ça vraiment dommage parce que quand on parle d'économie, ça passe par la monnaie et quelque part les régulateurs de la monnaie, ce sont les banques et les banques sont absents et ils devraient être là quand même sur ce forum-là. Je trouve ça dommage. Mais globalement, j'interpelle la RTP et en même temps, je lance un appel aussi au secteur bancaire pour qu'en fait, qu'ils sachent qu'il y a des nouveaux métiers qui existent et s'ils ne font pas attention, ils se feront bouffer et ce sera un tout petit peu trop tard. C'est plus une contribution qu'un questionnement. Merci. Merci, M. Si, pour votre intervention, votre contribution.
Merci. Moi, je pars d'un constat. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, l'économie numérique, ou en tout cas le commerce électronique, s'immisce de plus en plus dans nos vies. Mais il se pose souvent la question de la sécurité, il se pose la question de l'acheminement, il se pose la question du paiement. Et globalement, je me demande si la Poste ne devrait pas revoir dans ses missions, surtout celle de service universel, la possibilité peut-être de développer des pick-up points, des points de collecte, où les gens pourraient être amenés à payer les marchandises ou les produits qu'ils ont commandés, voilà, pour garantir un peu le paiement de ces marchandises, la livraison à travers leur réseau. Est-ce que ce ne serait pas une formidable opportunité pour la Poste de se redéployer par rapport à son cœur de métier traditionnel qui consiste simplement à acheminer du courrier, secteur qui, avec aujourd'hui l'apparition du courrier électronique, est en train voilà, de s'amenuiser, quoi. Donc est-ce que effectivement la Poste, dans ses stratégies de redéploiement, envisage quelque chose qui tend à aller apporter des solutions au commerce électronique? Merci. Je pense qu'on va prendre encore deux personnes pour avancer. Donc au fond de la salle, merci de vous présenter. Bonjour, je me présente Bintou Manikesane, UNCS. UNCS, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. L'audit tarifaire est innovante et l'APR peut le commanditer si le résultat d'un tel audit justifie une baisse de prix. Quels moyens juridiques l'ARTPR dispose-t-elle pour amener les opérateurs téléphoniques mobiles de la baisse de leur prix? Merci. Merci pour vos questions. On les relayera. Encore une question au fond de la salle. Oui. Madame, monsieur d'abord, bon, monsieur d'abord, ensuite madame devant. Merci monsieur. C'est monsieur Ndiaye Papa Djibril, président de l'ASDIC, l'Association de défense des intérêts communs des consommateurs. D'abord, ma première question sera axée sur la sécurité des consommateurs. Parce qu'avec le e-commerce, nous avons remarqué avec l'évolution technologique et aussi avec la cybercriminalité, qu'est-ce que, effectivement, vous étant en fait chargé de cette question, qu'est-ce que vous proposez pour exactement garantir aux consommateurs une sécurité dans un système tel que maintenant on sait avec la cybercriminalité? La deuxième question sera axée avec la RTP, avec les services à valeur ajoutée. Parce qu'on remarque actuellement avec les jeux, rarement parfois, vous voyez par exemple sur les jeux, on met clairement et en gras le montant que la RTP avait dit aux opérateurs que si par exemple si un jeu est lancé, il faut écrire clairement et en gras le montant de ce jeu. Mais tel n'est pas le cas et on le constate toujours. Ma dernière question fera accès sur ce qu'on appelle la commission des données à caractère personnel. Parce que là actuellement, si les consommateurs ne se sentent pas en sécurité, il faudrait comprendre effectivement la problématique donc viendrait parce que les consommateurs qui ne se sentent pas en sécurité dans un tel système ne peuvent pas venir à bout pour effectivement être des consommateurs qui peuvent en fait booster ce marché-là. Donc effectivement, je ne sais pas exactement, est-ce qu'entre la RTP et cette commission de données, des données à caractère personnel, est-ce qu'il y a un link qui peut en fait faire que les consommateurs puissent se sentir en sécurité dans ce système? Je vous remercie. Je suis Emmanuel Boquet, moi je suis dans le e-commerce depuis 1998 et depuis environ 15-20 ans que le monde fait du e-commerce. J'attendais que le Sénégal s'y mette et on sent qu'on n'en est pas loin, ça va commencer
des trois grands freins qui sont le premier, c'est la douane, et on va pas en parler, on va pas parler dans le dos des douaniers qui sont pas là aujourd'hui. Le deuxième grand frein, c'est le paiement, et on sent que c'est en train de frémir et que les solutions se multiplient et que la concurrence est là et que les solutions de paiement vont être disponibles, et pour certaines sont déjà disponibles et opérationnelles. Le dernier point, c'est la livraison, et là on sent que ça coince. Tout le monde a l'air de dire que c'est difficile, et effectivement, la livraison du dernier kilomètre, elle est très problématique, et c'est un vrai frein pour le commerce électronique. Et là, il n'y a que deux solutions de le résoudre. Ou bien il faut un plan d'adressage, c'est-à-dire qu'il faut que les gens aient une adresse postale et qu'ils sachent où ils habitent. Et là, c'est à la Poste de jouer son rôle et de donner des adresses aux gens pour que les gens les connaissent et les communiquent aux e-commerçants. Et ça n'a pas encore été fait, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc là, je jette une pierre du côté de la Poste. Il est encore temps de le faire, mais la fenêtre va bientôt se refermer. L'autre solution qui est en train de naître grâce au M-commerce, parce que je pense que le Sénégal va passer directement du e-commerce au M-commerce, c'est les coordonnées GPS, c'est la géolocalisation. Et là, je jette une pierre dans la pierre des opérateurs télécoms. Vous savez où ils sont, les gens qui passent des commandes, parce qu'ils sont sur Internet, ils sont connectés, ils sont sur vos réseaux. Vous savez où ils sont connectés. C'est vous qui les avez connectés. Vous connaissez en temps réel leur position. Est-ce que ce ne serait pas un service à valeur ajoutée que vous pourriez fournir à vos partenaires pour leur dire où sont ces gens? Quelqu'un a passé une commande, il a envoyé un SMS, mais d'où il vient ce SMS? D'où elle vient cette commande? Quelles sont les coordonnées GPS? Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que vous ne transmettez pas. Donc je pense qu'il y a une vraie opportunité. Là, c'est plus le paiement, c'est la livraison, c'est la logistique. Mais dites aux gens où ils sont. Dites aux commerçants où sont les clients, et dites aux opérateurs de livraison où sont leurs camions, de façon à ce que tout le monde sache où est tout le monde. Et ça, c'est quelque chose. Le Sénégal, aujourd'hui, on est dans l'obscurité, personne ne sait où est personne. Si vous devez expliquer à quelqu'un où vous habitez, il vous faut 5 minutes, le temps d'expliquer que vous êtes derrière, il faut passer par la rue un tel, à moins que vous ayez la chance d'être au plateau et d'avoir une vraie adresse, sinon c'est l'enfer. Donc j'interpelle les opérateurs, messieurs et mesdames, il nous faut une solution. Il faut une solution à tous ces SVA, tous ces opérateurs de e-commerce. Ils ont besoin de savoir où sont leurs clients. Et vous le savez. Donnez-nous une solution. Merci beaucoup. Je pense que je vais reprendre la parole pour en quelque sorte résumer rapidement les interventions et donner la parole aux différents acteurs, pour qu'ils nous puissent nous apporter des éclaircissements. Tout d'abord, nous avons eu la brillante intervention de M. Khalidou Gaye, je rappelle qu'il travaille à la RTP, pour nous décliner plus globalement la juridiction, en fait, les aspects juridiques liés au e-commerce, de parler également des aspects postaux, et nous faire un retour sur ce qui est actuellement en vigueur au niveau de l'IPU, de l'Union postale universelle, des recommandations au niveau de la CEDEAO, et le vide, surtout le vide juridique qui existe aujourd'hui quant à la gestion et à l'harmonisation donc de l'e-commerce. Je pense que c'est des choses qui méritent d'être approfondies, et donc d'autres ateliers certainement permettront d'éclairer sur ce genre de choses. Également, il a également parlé aussi des différents pans, des différentes phases de la chaîne de valeur, depuis la commande électronique, le paiement, la distribution. La distribution d'ailleurs, un volet sur lequel beaucoup de personnes sont revenues. Ça me permet aussi de faire la transition sur l'adressage. Je sais bien qu'au niveau de la RTP comme au niveau de la Poste sénégalaise, il y a un grand chantier qui est en cours sur donc l'adressage au niveau du Sénégal, et je sais que ça avance très très bien pour pouvoir répertorier les rues, en tout cas avoir un système de nomenclature qui répond aux normes internationales et qui permettent d'avancer sur ce dernier kilomètre justement qui pose problème. Monsieur Si a lui, quant à lui, évoqué les problèmes de glissement de terrain, en tout cas de déplacement des cœurs de métier des opérateurs aujourd'hui, qui, force est de constater qu'ils sont en train de prendre beaucoup de marge de manœuvre sur donc ce cœur de métier, ce nouveau corps de métier. Je pense que si tout ça est fait de manière loyale, ça ne devrait pas être un frein, mais surtout une complémentarité. Ailleurs, ce qui s'est passé dans d'autres pays développés, on a vu simplement, c'est que c'est la réglementation, la juridiction, et puis chacun essaie d'aller chercher un complément de ressources
de ressources pour pouvoir développer son business. Je pense que tout ça, si c'est régulé, en tout cas, c'est des interpellations qu'il fait, une contribution pour dire aux opérateurs de pouvoir donc jouer le jeu qu'il faut pour aider en tout cas les petits promoteurs de pouvoir aller de l'avant. Également, nous avons donc notre intervenant, monsieur Amadou Manel Fall, qui dit qu'il serait intéressant que la Poste, au regard de son rôle et de son maillage national, puisse mettre des delivering, des postes de collecte avec un catalogue clair pour permettre aux différents opérateurs de pouvoir donc arriver jusqu'à ce niveau de collecte et de pouvoir faire leur affaire pour mutualiser en tout cas leurs moyens, quoi. Bintou Sané a quant à elle parlé de l'Union nationale des consommateurs. Quand est-ce que la baisse des tarifs, les moyens de paiement, je pense qu'il interpelle les opérateurs pour qu'on puisse travailler à ce que les moyens de paiement en tout cas soient facilités et les prix surtout les tarifs. Monsieur Ndiaye de l'association des consommateurs a évoqué des aspects assez intéressants qui sont donc la sécurité, la cybercriminalité aujourd'hui, quelles solutions pour la gestion de la sécurité de manière générale. Je pense que c'est une question ouverte aux opérateurs et à tous les panélistes pour pouvoir appréhender ces questions avec sérénité et voir dans quelle mesure on peut promouvoir donc ce e-commerce en rendant la sécurité nécessaire pour permettre aux consommateurs les rassurer, les fidéliser. Nous avons également, il a également rajouté, parler aussi des jeux parce que il manque de lisibilité et de transparence quant au montant donc de paiement, le montant payé pour les jeux. Je pense que c'est un domaine assez important et il faudrait travailler à rendre plus lisibles les montants demandés aux souscripteurs. Il a également évoqué les données à caractère privé, puisque aujourd'hui, qui dit commerce électronique dit un certain nombre d'éléments qui permettent d'authentifier donc l'acheteur. Donc tous ces éléments-là qui sont dans les bases de données, dans les serveurs, à quel usage, quelle relation entre l'ARTP et donc la Commission nationale qui gère donc des données à caractère privé. Moi, c'est une interpellation qu'il fait au plus haut niveau à l'ARTP. Monsieur Emmanuel Bokeh, pour terminer, a évoqué d'un aspect assez important qui est celui de la géolocalisation. Comment peut-on aller chercher le client quand on sait que les opérateurs, comme il le dit, les opérateurs, et c'est vrai, aujourd'hui, sont capables de nous localiser tous à travers notre terminal. On sait qu'on est là, on sait qu'on est en train de... on sait que là où nous sommes. Et mieux, quand les gens ont des accès Internet filaires, ça veut dire que quelque part, il y a la connectivité qui existe. Donc, qui prend un abonnement, avant même de s'abonner, doit donc s'identifier avec sa carte nationale d'identité, son passeport, etc. En tout cas, ses données. Donc, c'est dire que chacun a y intérêt, chacun doit jouer son rôle pleinement pour que l'ensemble des acteurs puissent connaître, savoir qui est où et comment délivrer en tout cas les paquets et pour faciliter donc ce transfert d'objets en de package. Il a également donc parlé simplement de l'expérience qui existe depuis des années, mais que le Sénégal est en quelque sorte sur la bonne lancée, pourvu qu'on puisse donc en tout cas essayer de contraindre, en fait, de régler toutes ces barrières qui sont l'adressage, l'identification des gens, la recherche des personnes, et tout ça nous aiderait à pouvoir améliorer le e-commerce. Donc je ne sais pas si je vous donne la parole, les panélistes et les opérateurs, que chacun puisse apporter très rapidement, parce qu'on a perdu, on est un peu en retard, sa contribution sur... Monsieur Khan qui voulait... C'est bon? Voilà, donc je vous redonne la parole. Monsieur Dial, je redonne la parole à Monsieur Dial. Merci. Merci. Cette fois-ci, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que Monsieur Si, qui est un ami à moi, a dit « J'interpelle la RTP », il l'a répété 3 fois. Donc je suis obligé de dire à M. Si que le cadre légal dans lequel s'exercent les activités, comme je l'ai déjà dit, c'est quelque chose qu'on met en place de concert avec les acteurs, l'autorité gouvernementale, le régulateur et surtout les professionnels du secteur. Moi, j'ai écouté un professionnel tout à l'heure de l'e-commerce, je pense que c'est M. Bokeh. Je n'ai pas relevé dans ce qu'il a, en tout cas relevé lui,
comme étant des insuffisances, je n'ai pas entendu le cadre législatif et réglementaire. Vous avez dit la douane, le paiement, la livraison et la géolocalisation. Donc, si les acteurs ont la volonté de faire quelque chose, ils peuvent commencer à faire et l'État et le régulateur ne font que se mettre en concordance avec ce qui se fait sur le terrain. Je connais beaucoup de pays. Ah non, il n'y a pas une régulation qui précède une activité quelconque. L'activité se fait et la régulation se met petit à petit en place. Je pense que dans le cadre, si vous voyez que sur ces questions-là, la RTP n'a pas forcément entre ses mains les solutions. Ce sont les professionnels qui doivent, le secteur bancaire, etc., le secteur donc très dynamique des services à valeur ajoutée, qui doivent nous donner les informations qui nous permettent de reporter correctement au gouvernement, à l'autorité du gouvernement, et de lui demander de mettre en place un cadre législatif et réglementaire. Donc, nous sommes certes interpellés, mais je voudrais déjà rassurer que le secteur bancaire est un secteur qui est très bien organisé, et ça, tout le monde le sait. Si les opérateurs empiètent sur les activités de la banque, ça veut dire que le cadre réglementaire et législatif de notre pays permet aujourd'hui aux opérateurs de le faire. Sinon, les banques seraient les premières à dire que les opérateurs n'ont pas le droit de faire ceci ou cela. Donc, ceci dit, nous constatons avec vous ces glissements d'activités vers, etc. Mais rassurez-vous, rien, ni dans la loi, ni dans les cahiers des charges des opérateurs ne leur interdit de le faire. Ils le font dans la légalité la plus stricte. Ceci dit, nous sommes ouverts, et c'est la raison pour laquelle nous vous invitons à ce débat aujourd'hui, nous sommes ouverts à discuter, à faire évoluer les choses, dans le cadre national comme dans le cadre sous-régional, c'est-à-dire au niveau de l'UEMOA et de la CEDEAO. Je voudrais aussi apporter juste une information en ce qui concerne la collaboration entre la Commission des données personnelles et l'ARTP. Est-ce qu'il y a un lien? Il y a un lien fort. L'ARTP a collaboré avec aujourd'hui ce qui est la Commission des données personnelles, que dirige le docteur Lo. Ce sera d'ailleurs le thème de la prochaine, je pense, oui, si je ne me trompe pas. Voilà, donc nous avons eu avec M. Lo et un certain nombre de personnes qui sont impliquées dans l'élaboration justement du cadre légal et réglementaire, du temps où M. Lo était à l'ADIE. Je pense l'avoir vu dans la salle, je ne sais pas s'il est toujours là. Ah, il est là. Donc tout à l'heure, en tout cas, moi j'ai eu l'occasion de témoigner que nous avons d'excellents rapports avec la Commission des données personnelles, et nous avons auparavant d'ailleurs beaucoup collaboré à l'élaboration des droits, des textes réglementaires en ce qui concerne le commerce électronique, etc. Donc voilà, encore une fois, c'est pas pour polémiquer, hein, c'est M. Si aime bien interpeller la RTP, mais nous sommes interpellés, c'est vrai. Mais il faut absolument que tout le monde sache que il est interpellé aussi. Monsieur Si, vous êtes interpellé. Oui, en tant qu'acteur du secteur, c'est vous d'ailleurs qui êtes interpellé en premier avant la RTP. Je vous ai donné l'exemple du secteur des centres d'appel. Quand ils ont voulu faire évoluer le cadre législatif, ils sont allés le faire évoluer et ils l'ont changé. Je pense que les opérateurs savent de quoi je parle, mais c'est comme ça que les cadres doivent évoluer, parce que l'agence de régulation des télécommunications et des postes n'édicte pas des lois. Elle fait respecter les dispositions qui sont dans les lois et règlements. Mais les lois, ce n'est pas la RTP. Encore une fois, si nous organisons ce type de forum, c'est justement pour que tout le monde comprenne qu'il faut ensemble faire travailler à évoluer les choses. Mais moi, je retiens en tout cas les difficultés du secteur. Je vais laisser les professionnels conclure. Mais pour le moment, en ce qui concerne le e-commerce, en dehors de l'activité adressage pour laquelle nous avons pris un certain nombre d'engagements, nous avons pris des initiatives,
parce que toutes ces commissions-là ont été quand même convoquées par l'ARTP. Alors que l'adressage, ce n'est pas dans les... Vous êtes d'accord, ce n'est pas à l'ARTP de dire qu'il faut que le pays soit maillé, il faut que les adresses... Non, il y a des... Mais nous avons pris quand même le lead sur ce domaine-là en pensant qu'il ne peut pas y avoir de e-commerce sans une adressage. Et ça, je pense que le directeur général de l'ARTP l'a bien compris. Nous allons faire un grand forum sur l'adressage et le e-commerce. Khalidou, c'est à quelle date? Khalidou Gueye? Au début du mois de janvier, il y aura un grand forum qui va être organisé par l'ARTP sur l'adressage et le e-commerce. Mais encore une fois, ce sont des initiatives qui auraient pu venir du secteur de la poste, du secteur du commerce, du secteur marchand. Il faut en tout cas au moins reconnaître que nous avons eu un certain nombre d'initiatives en ce qui concerne aussi les lois sur le commerce électronique. Merci d'avoir permis. Merci monsieur Dial pour ces éclaircissements et cette contribution. Je vais donner la parole aux panélistes s'ils ont des réponses par rapport aux interpellations, aux questions. Et donc chacun pourrait très rapidement dire ce qu'il en est. Merci. Voilà, donc je disais que je tenais quand même à rebondir sur une question qui avait été posée tout à l'heure par monsieur Fall et qui était relative à la cybercriminalité. J'ai eu peur tout à l'heure quand j'ai entendu ça. Vous savez, fort heureusement pour nous, je pense qu'aujourd'hui, le Sénégal n'est pas encore arrivé à cette maturité qui nous permet de payer justement par des cartes bancaires. Malheureusement, encore heureux, le consommateur lambda n'a pas encore cette habitude-là. Au regard des acteurs aujourd'hui qui sont aujourd'hui présents dans cette salle, je pense que nous abordons plutôt dans le sens du e-wallet, du porte-monnaie électronique. Quiconque, si jamais cette personne a eu à procéder ici à un transfert d'argent, que ce soit du cash to cash, c'est exactement la même chose. Vous avez juste un compte qui transfère de l'argent à un autre compte. C'est du e-wallet, ça s'inscrit toujours dans une logique de transaction financière. On ne peut pas parler pour l'instant encore de cybercriminalité, c'est impossible. Il est plus facile de faire intervenir les opérateurs téléphoniques, parce que je pense que le téléphone aujourd'hui est dans toutes les poches. Hein. Malheureusement, nous avons aussi nos confrères, mes frères, Baol Bawal, qui n'osent toujours pas se bancariser. Donc, nous touchons du bois pour l'instant, on n'en est pas encore arrivé à ce stade-là. Voilà, donc, je voudrais un petit peu prolonger là, cet aspect. Donc, en ce qui concerne Cashbox, effectivement, on respecte toutes les normes de sécurité en vigueur. Mais bon, nous, on travaille avec un opérateur sur la place qui est Ferlo, donc qui est vraiment localisé. Ce n'est pas des cartes Visa où c'est un système ouvert, où l'acheteur peut être au Brésil et le commerçant peut être aux États-Unis. Donc, s'il y a un problème, c'est très compliqué. Donc, nous, on travaille sur des porte-monnaies électroniques, comme disait monsieur, avec des montants assez limités et dans un cercle assez fermé et assez identifié. Donc, si éventuellement il y a un souci, c'est beaucoup plus simple et rapide d'intervenir. Voilà. J'aurais voulu aussi apporter une précision. Donc ici, on parle beaucoup de e-commerce en termes d'achat, de livraison. Mais le e-commerce, ce n'est pas que ça. C'est aussi beaucoup d'activités immatérielles, je dirais, comme les jeux en ligne ou le téléchargement musical. D'accord. Donc je veux par exemple un de nos clients qui a un site de paris hippique, où là, spontanément, on a vu des gens ici à Dakar se connecter sur le site et faire des transactions. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'alternative. Donc là, il n'y a pas de paiement à la livraison. Donc là, comme c'est du bien immatériel, automatiquement, si vous voulez bénéficier du service, il devait passer par la case paiement électronique. Contrairement à des sites e-commerce plus traditionnels avec des marchandises physiques, où là, le commerçant, spontanément, a toujours tendance à laisser l'option paiement à la livraison. Donc à partir du moment où il y a le paiement à la livraison, bon, le client n'a pas vraiment intérêt à faire un paiement à la commande. D'accord. Donc je pense qu'on pourrait réfléchir à un moyen d'inciter les clients à faire un paiement à la commande, peut-être par des bonus ou des points de fidélité.
Bon, également, le paiement électronique, ça n'intervient pas que entre le consommateur et le site e-commerce. Il y a aussi derrière toute une chaîne, toute une filière. Il y a le fournisseur du site e-commerce. Il y a le transporteur. Il y a, éventuellement, on peut mettre en place un système de tiers de confiance. Donc il y a toute une chaîne de valeur. Donc si tous ces acteurs se mettent au paiement électronique, donc dans une optique plus B2B, donc ça pourrait grandement faciliter les choses, fluidifier les transactions. Donc le client qui paye par moyen électronique, automatiquement derrière, les différents intervenants pourront se faire rémunérer dans la foulée, toujours par voie électronique. Ce serait vraiment quelque chose de plus. Et je pense qu'il y a une synergie à mettre en place ici entre les différents acteurs. Merci beaucoup. La parole. Voilà. Merci. Je voudrais juste me prononcer sur 2 interpellations qui s'adressent directement à la Poste. Il s'agit du cas des pick-up point. Voilà, c'est vrai que j'ai évoqué un peu le réseau de la Poste et aussi son plan d'acheminement national, mais je ne suis pas rentré un peu sur les détails. En fait, le territoire national est divisé en ce qu'on appelle circonscription postale. Et chaque circonscription postale a un bureau de poste. Et ce bureau est distributeur. Donc ce bureau peut livrer des envois et même des colis. Et pour le plan d'acheminement national, tous les jours, nous avons différents axes du moins. Nous, ce qu'on appelle les régies. Nous avons 3 régies donc, qui prennent le départ à partir de Dakar, nord, centre et sud. Et ensuite, il y a des relais, des régies relais au niveau des BNA, ce qu'on appelle le bureau d'acheminement. C'est-à-dire qu'en 2 jours maximum, ces véhicules-là sillonnent tout le territoire national. Voilà. Et par rapport à la collecte et à la livraison, là aussi, nous sommes en mesure de le faire. Et c'est vrai que parfois, il y a un manque de communication de la part de la Poste, là, je le reconnais. Mais quand même, nous avons eu à nouer des partenariats avec beaucoup d'opérateurs s'agissant de la collecte et de la livraison. Je ne vais pas en citer, mais quand même, nous sommes en train d'exécuter donc, certains contrats dans ce sens. Et le deuxième point, c'est par rapport à l'adressage. Je l'ai dit tantôt, nous offrons un service par rapport à l'intermédiation. La Poste n'a pas pour vocation de donner des adresses aux clients. En fait, le vendeur, au moment de passer commande, il donne son adresse. Maintenant, la Poste peut aider, excusez-moi, l'acheteur, je voulais dire. L'acheteur, au moment de passer commande, donc, il donne son adresse. Et comme l'ont dit beaucoup d'intervenants, nous sommes en train de travailler dans le cadre d'un comité technique sur l'adressage national. Et vraiment, il y a beaucoup de participants dans ce sens. Et il y aura très prochainement un grand forum. Et même l'IPU sera représenté au niveau de ce forum. Et il s'agira de normaliser l'adressage national. Et dans ce sens aussi, nous avons notre partition à jouer par rapport aux codes postaux. Actuellement, la Poste sénégalaise a déjà défini ces codes postaux. Il ne reste que le lancement officiel de ces codes postaux et c'est pour bientôt. Et après le lancement aussi, il y aura une grande campagne de communication en interne comme en externe, surtout en externe vers les clients, vers les sociétés éditrices de factures telles que Sonatel, SD, ainsi de suite. En même temps aussi vers donc, les opérateurs de e-commerce et vers les institutions financières qui éditent journellement ou bien mensuellement des relevés de compte. En tout cas, nous, ce qu'on peut faire actuellement à la Poste, c'est de dire que nous pouvons aider tout opérateur qui veut localiser une adresse sur le plan national. Pourquoi? Parce que nous avons, comme je l'ai dit tantôt, nous avons donc des circonscriptions postales et nous avons une base de données très fiable. Actuellement, nous avons une base de données. Donc, à partir de cette base, nous pouvons dire que le quartier de distribution X se trouve au niveau de la localité telle. Voilà ce que je peux dire pour le moment. Merci. Merci beaucoup pour votre contribution. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Donc, juste une petite intervention par rapport aux différentes personnes qui ont eu à se prononcer.
Donc déjà, par rapport aux points de collecte, les points relais, si monsieur en parlait tout à l'heure, c'est typiquement de ramener le concept des points relais au Sénégal. C'est-à-dire d'utiliser l'implantation de la poste pour en faire des points de relais et des points de paiement. Les points de relais, je dis oui. Les points de paiement, je dis non. Pour la simple et bonne raison où, quand on est dans une logique de dématérialisation, dématérialisons jusqu'au bout. C'est-à-dire, si on doit être sur cette logique de dématérialisation, à Ziguinchor, ça ne sert à rien de collecter l'argent à Ziguinchor, que l'argent arrive directement sur Dakar. En termes de coûts, c'est beaucoup moins important. Juste aussi une remarque par rapport à quelque chose, enfin, qui est en train de se dire, on pense que quand un opérateur fait une activité qui est assimilable à une activité bancaire, il commence à prendre... Moi, je dis, de toute façon, l'argent dort dans les banques. C'est-à-dire qu'il faudrait savoir, c'est que ces opérateurs travaillent avec les banques. Aujourd'hui, quand tu as un réseau de transfert d'argent, il ne peut exercer que s'il a une convention avec des banques. Donc finalement, c'est un partenariat qui est fait avec des banques, donc il ne s'agit nullement de concurrence ou de gain de part de marché. Par rapport à la contribution de M. Khalidou, qu'on saluera pour son intervention, c'est vraiment un passionné. Nous, on le connaît, nous, acteurs, et puis on est sur une bataille où il a eu à le dire. On est vraiment en train d'essayer de changer ce secteur et de lui donner un autre visage. Mais je vais juste réinterpeller mon collègue. Ça va dans le même sens. Si on est toujours sur comment vendre au client final, chacun ira vers le client final. Il faudrait qu'on aille sur l'acquis. L'acquis, c'est que la Poste aujourd'hui a la substance pour faire une prestation. L'acquis, c'est que vous avez, monsieur l'a dit tout à l'heure, 13 opérateurs qui ne vous laisseront pas faire. Donc, mieux vaut travailler avec ces 13 opérateurs, d'être l'incubateur central. Finalement, vous y gagnez à tous les coups. Mais si c'est de fournir des prestations, je crois que c'est ce qui va faire que ce partenariat n'ira jamais au bout. Parce que justement, on sera toujours dans cette optique de client-partenaire. Voilà. La dernière remarque, c'est par rapport à la contribution de monsieur, par rapport effectivement aux distributions. Il a touché un mot, il en a parlé succinctement, la douane. Il a raison. Parce qu'aujourd'hui, cette problématique n'est pas perceptible quand on parle de gros. Les gros, ils ont leur entrepôt, ils les mettent en fictif. À chaque fois qu'ils ont une commande, ils sortent la commande. Aujourd'hui, les petits qui font du e-commerce, ils payent en TTC. Et par rapport au volume, ça se voit. Deuxièmement, il a parlé de la géolocalisation. D'ailleurs, je salue le travail qu'est en train de faire la RTP. Mais une contribution, je pense que le problème de l'adressage actuellement, en tout cas, nous, ce qu'on a fait pour pallier, à chaque fois qu'on livre chez un client, on utilise la géolocalisation. À chaque fois qu'on livre chez un client, on enregistre l'adresse. Donc, on se dit qu'au fur et à mesure qu'on arrive à livrer, à un moment, on arrivera à avoir des adresses exactes. Mais je me dis que ce serait quand même bien de justement intégrer ces acteurs du numérique dans cette conception. Parce que, pour ne pas dire de non, un Google, un ARTP, avec la base de données de la Poste et des autres, ce problème serait résolu depuis bien longtemps. Parce qu'il a eu à le dire, effectivement, tout le monde aujourd'hui, il existe ces moyens de localiser à tout champ et de pouvoir voir sur une carte où se trouve exactement ce client. Mais cet outil est disponible à partir de ces acteurs justement. Donc peut-être que ça a déjà été fait, mais je crois que ça permettrait d'accélérer les choses, d'utiliser justement ce support-là pour me permettre d'aller beaucoup plus rapidement. Sachant que déjà, au niveau de l'adressage, si on rentre dans ces plateformes, certains endroits sont très facilement localisables. Alors, il y a déjà un premier travail qu'ils ont fait.
crois que si on continue dans cette lancée, on y arrivera très rapidement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur, pour votre, monsieur Traoré, pour votre intéressante intervention. Je vais redonner rapidement, en 1 minute, 2 minutes, la parole aux opérateurs avant de clore ce débat. Merci. Merci. Alors, ce sera juste une intervention suite à l'interpellation de monsieur Si. Donc, typiquement, et pour rejoindre ce que monsieur Dial disait, l'activité mobile, l'activité Tigo Cash, typiquement à Tigo, est régulée. Ce n'est pas un glissement de l'opérateur, mais la société qui gère les opérations Tigo Cash aujourd'hui s'appelle Mobile Cash. C'est une société qui est détentrice de la licence d'émetteur de monnaie électronique émise par la Banque centrale. Donc c'est un choix que Tigo a fait qui donne une certaine latitude dans le déploiement de l'écosystème en fait qu'il veut que nous voulons monter. Donc, et en même temps qu'être détenteur de cette licence, nous sommes aujourd'hui également membres du GIM UEMOA. Donc vous voyez que c'est des choix en fait, c'est des choix qui sont clairement encadrés par la réglementation en place. Et donc c'était juste pour donner cette précision là. Merci. Merci. Je vais donner la parole à Orange. Merci. Merci. Donc, je me joins aussi à la réponse de M. Dial. Je crois qu'aujourd'hui, les opérateurs Orange et nos confrères Tigo sont dans un cadre légal et réglementaire. Donc, on ne vient pas s'immiscer réellement sur une brèche. Donc, par rapport à la demande de l'association des consommateurs sur la baisse des moyens de paiement, juste pour dire que le groupe Orange est dans une dynamique perpétuelle d'écoute client, hein, donc justement pour pouvoir nous adapter aux demandes de nos clients. Mais ce qu'il faut dire encore dans le secteur du paiement mobile, les charges de distribution aujourd'hui sont très élevées. Nous essayons quand même de nous mettre sur les prix planchers et aussi parallèlement nous essayons de mettre en place de nouveaux canaux de distribution avec moins de charges pour pouvoir répondre aux demandes des clients. Merci. Merci beaucoup, Orange. Je pense que je vais essayer de synthétiser un peu les différentes interventions et clore pour finir avec ce panel. Globalement, je pense que les débats ont été assez intéressants, très intéressants, et les maîtres mots qui revenaient de ce panel, c'est surtout un changement de cap, de mentalité au niveau donc des consommateurs. Donc on y gagnerait à communiquer donc davantage, donc communiquer pour promouvoir le e-commerce, les biens, les retombées, les gains de temps que nous avons, et surtout la sécurisation des différentes transactions. Donc tout le monde a reconnu que même si le e-commerce est aujourd'hui connu, la plupart de nos populations restent encore dans des pratiques traditionnelles, simplement de l'ignorance, manque d'information, ou en tout cas, donc il faudrait donc booster les populations pour pouvoir donc promouvoir ce type de commerce. L'autre élément qui a été évoqué qui est assez intéressant, c'est l'adressage, qui est un élément essentiel. Il faut noter aussi que notre pays est très très bien qualifié pour ce qui est adressage, parce qu'on a un pays globalement plat, ce qui est très intéressant. Quand on suit donc les débats de l'UPU, on voit que dans certains pays de la sous-région, dans des pays africains, on peut aller chercher un foyer, se retrouver dans un autre foyer à cause donc des dénivellations, des montagnes, etc. On a quand même cet atout. Et il est certain, il a été dit que les différents acteurs sont là-dessus. Un comité de pilotage existe pour rendre ses conclusions très prochainement, pour donc apporter la normalisation au niveau de l'adressage. Un élément essentiel aussi qui a été évoqué, c'est le besoin de mutualisation. Parce que puisqu'on est dans des pays à ressources limitées, il est essentiel que les différents acteurs s'appuient sur donc l'opérateur historique, l'opérateur postal, qui a, comme l'a si bien dit le représentant donc de la Poste, qui a un maillage efficient, qui a un maillage clair, une base de données assez robuste, pour pouvoir donner la bonne information à tous les acteurs qui donc solliciteraient donc les ressources de la Poste. Un élément essentiel qui a été également évoqué, c'est la garantie des données personnelles.
Et donc la RTP a donc apporté les réponses, M. Diallo a apporté les réponses et a montré donc la disponibilité, la disposition des organes qui gèrent cette entité-là, la Commission nationale et la RTP. Qui donc globalement ce qu'il faut entendre, c'est que la RTP est là pour aider, est là pour harmoniser, est là pour pouvoir recueillir les suggestions, les avis des uns et des autres, pour pouvoir promouvoir un cadre harmonieux d'échange, de partenariat entre les différents acteurs, et puis un cadre de régulation qui permet à tout un chacun de trouver son affaire dans les différents segments donc, de cette activité-là. Je pense qu'il est très très difficile en fait d'évoquer l'ensemble des aspects qui ont été dits cet après-midi, mais globalement ce qu'il faut retenir, c'est de promouvoir un peu ce partenariat-là et ce genre d'échange qu'il faut renouveler pour pouvoir donc participer au mieux à la connaissance à l'accumulation de la base de connaissances au niveau donc de ces secteurs-là, pour que chacun puisse vraiment y trouver son compte. Bon, je vous remercie beaucoup. Merci. Parole à M. Khan pour la suite. D'accord. Merci, donc merci pour cette excellente modération qu'on a beaucoup appréciée de la part donc, du collège de la RTP.